Bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. La chanson que vous venez d'entendre, c'est le grand succès d'Adamo, À demain sur la Lune, qui jouait au printemps de 1969. Elle a été produite spécialement pour l'occasion, en évoquant le fait qu'on allait très bientôt fouler le sol lunaire. Cette chanson témoigne de l'effervescence collective qui régnait alors. Aujourd'hui, à la veille du 50e anniversaire de l'historique débarquement sur la Lune, Richard et Claude nous entraînent dans les coulisses de la mission. C'est-à-dire, Claude ne va pas nous raconter la mission comme telle, mais il évoquera plutôt divers aspects pas souvent racontés. Ce faisant, il répondra à plusieurs questions qu'on se pose parfois, sinon même auxquelles on ne songe pas nécessairement. Claude Lafleur est journaliste scientifique. Il suit au quotidien l'exploration de l'espace depuis 50 ans. Écrivain, il a rédigé de nombreux ouvrages en astronautique. Il commente l'actualité spatiale dans les médias québécois. Richard Mascotte est historien de formation. Il a été journaliste pendant plus de 30 ans à la radio de Radio-Canada, dont les dernières années aux Années-Lumière. Bienvenue à bord. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Alors bonjour chers auditeurs et chères auditrices, rebonjour Claude, bon retour parmi nous dans l'équipe de Voyage dans l'espace. Merci Richard, bonjour tout le monde. Et bienvenue à notre balado quinzomadaire, et oui, c'est un mot. Alors le sujet, vous l'avez compris, Apollo 11 dans les coulisses de l'histoire, parce que il y a 50 ans aujourd'hui, en ce dimanche 14 juillet, nous étions à 2 jours du lancement d'Apollo 11. Cet anniversaire est souligné évidemment en grande pompe par la diffusion de quantité de films et de documentaires, ainsi qu'avec la publication de livres et de reportages dans les revues, dans les journaux aussi, électroniques et papier. L'épopée des premiers pas sur la Lune de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin nous est racontée à peu près de toutes les façons imaginables. Et pour notre part, nous avons choisi de faire une sorte de pot-pourri, si on veut, couvrant certains aspects inusités dont on n'a peut-être pas parlé. On répondra ainsi à une variété de questions que vous vous posez peut-être ou peut-être pas, mais qui piqueront, nous l'espérons, votre curiosité. Mais d'abord, Claude Lafleur, toi, tu te souviens très bien du lancement d'Apollo 11. Tu y as assisté devant ton petit écran télé, noir et blanc évidemment. Exactement, j'étais déjà passionné à l'époque par l'exploration de l'espace. Je m'en souviens très bien, le lancement, c'était un mercredi matin et il était prévu pour 9h32, heure de Montréal ou heure de Cap-Kennedy. Mm-hmm. Et à ce moment-là, ça veut dire que depuis tôt le matin, j'étais devant mon petit écran de télé noir et blanc à suivre les dernières heures du compte à rebours. C'était vraiment excitant parce que dans 4 jours, on allait marcher sur la Lune. C'est-à-dire que si tout allait bien, on allait réaliser l'un des vieux rêves de l'humanité. Maintenant, c'était une mission risquée, pour ne pas dire périlleuse, ce qui en faisait une aventure vraiment palpitante à suivre. Toi, d'ailleurs, Richard, aussi, tu y as assisté, tu as des souvenirs, toi aussi. Oui, effectivement, sauf que ma famille et moi, nous n'étions pas à Montréal, mais on était plutôt aux États-Unis, en camping. À l'époque, sauf la radio, on n'avait pas de lien ni avec la Lune, ni avec grand-chose. Parce que, de toute façon, si on se rapporte à 1969, les choses étaient bien différentes d'aujourd'hui, notamment en ce qui concerne les médias, Claude. Absolument. Il faut se rappeler, on peut peut-être, pour ceux qui ne le sauraient pas, là, nos écrans de télé étaient minuscules, ils n'ont rien à voir avec les grands écrans de télévision qu'on a aujourd'hui. En fait, nos écrans télé à l'époque, il y avait à peu près la grandeur de nos écrans d'ordinateur aujourd'hui. Quand on y pense, ben oui. C'est ça. Et c'était des écrans noirs et blancs. Parce qu'en 1969, les émissions couleurs, c'est chose très, très rare. Oui, ça commence. C'est ça. Et évidemment, là, inutile de dire qu'il y avait pas, on n'avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de médias sociaux. Pour s'informer, là, on n'avait pas les facilités qu'on a aujourd'hui. Et l'une de nos principales sources d'information, évidemment, c'était les journaux, on le disait un peu tout à l'heure. C'est ainsi que les journaux de l'époque ont publié quantité de grands reportages et de cahiers spéciaux décrivant en détail tous les aspects de la mission Apollo 11. Des articles qu'on a évidemment tous dévorés parce que c'était très illustré aussi, là.
Absolument. Et donc, au matin du 16 juillet, j'ai donc regardé le lancement d'Apollo 11 sur mon petit écran noir et blanc sur la télévision de Radio-Canada dans une émission spéciale qui était animée par Henri Bergeron, accompagné du professeur Marcel Sicotte. Oui, le physicien bien connu qui s'est fait beaucoup connaître à l'époque et ce duo-là va suivre à peu près toutes les missions Apollo. Absolument. Et ça nous rappelle évidemment des souvenirs, surtout aux plus vieux d'entre nous. Et comme tout le monde, nous avons effectivement suivi avec passion, c'est mon cas notamment, la mission Apollo 8, 6 mois auparavant, et Apollo 11 aussi allait nous captiver. Et dans mon cas, je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est le lendemain matin, en jetant un œil dans les roulottes des Américains les plus fortunés et qui avaient dans leur caravane des télés qu'on pouvait voir, roulotte après roulotte, justement, ces images, les premières images très, très floues d'Armstrong et d'Aldrin sur la Lune. Il va sans dire que d'une roulotte à l'autre, il y avait de ça seulement dont on parlait. Et on rapporte d'ailleurs que plus d'1 million de personnes ont assisté d'abord sur place à Cape Kennedy au lancement d'Apollo 11, tandis que des millions d'autres l'ont vu, évidemment, à la télé, soit en direct ou en différé, comme nous deux, donc. Exactement. En fait, là, si on pouvait assister à un événement semblable aujourd'hui, ce serait très, très différent. Hein? D'abord, on pourrait voir les différentes étapes de la mission sur nos grands écrans de télé en couleur et non plus en noir et blanc, ou bien on pourrait le suivre peu importe où on est grâce à nos cellulaires. Oui, c'est vrai. En plus, il y aurait des caméras à bord des vaisseaux spatiaux qui nous montreraient en direct ce que les astronautes font et ce qu'ils voient, ce qui n'était pas le cas à l'époque. C'est vrai. On n'avait pas ce genre de caméra-là. Et évidemment, aujourd'hui, là, on aurait accès à une foule d'informations diffusées par toutes sortes de plateformes de toutes les façons imaginables. On serait inondé d'informations, alors qu'à l'époque, on avait quasiment juste les journaux pour vraiment bien s'informer. Autrement dit, là, aujourd'hui, 50 ans plus tard, on vit dans un monde très différent de ce que c'était 1969. En effet. Et qui sait, peut-être assisterons-nous à quelque chose de semblable d'ici une dizaine d'années. Après tout, les Américains, la NASA, nous promettent d'envoyer une femme sur la Lune en 2024 ou quelque chose du genre. Sur ce, bon voyage dans l'espace en compagnie de l'équipage d'Apollo 11. Merci à nos patrons et patronnes, Éric, Georges Dumais, Pascal Fritz, Linda Beauclair, SB et Miguel Tremblay. Votre soutien est très apprécié. Nous vous dédions cet épisode. Amorçons donc notre tour d'horizon des questions qu'on pourrait se poser à propos de la mission Apollo 11, Claude, en parlant des 3 membres de l'équipage, Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin et Mike Collins. On raconte de nos jours que Neil Armstrong était l'astronaute tout désigné pour devenir le premier homme à marcher sur la Lune. Il incarnerait, dit-on, la quintessence du héros de l'espace, celui qui se distinguait de tous ses collègues astronautes. C'est du moins comme cela qu'on nous le présente de nos jours, comme si dès le départ c'était sa destinée. Mais toi, Claude, t'es pas exactement d'accord avec cette vision des choses-là. Tu n'estimes pas que Neil Armstrong se démarque de ses collègues, qu'il n'est pas l'homme exceptionnel qu'on a décrit depuis 1969. Pourquoi? En effet, c'est sûr que Neil Armstrong, c'est quelqu'un d'un peu exceptionnel. C'est quand même un héros. Qui ressort de l'ordinaire. Mais ça aurait pu être le cas de tous les autres commandants des missions Apollo. Ils étaient tous prêts pour faire ça. Absolument. Tous étaient aussi qualifiés. Ça aurait pu aussi bien être le commandant de la mission Apollo 12, Charles Conrad, ou le commandant de la mission Apollo 13, Jim Lovell, ou même le commandant d'Apollo 10, Tom Stafford. En fait, comme je l'ai déjà expliqué quelques fois, notamment dans le balado précédent, le prélude à Apollo 11, lorsqu'on a formé les équipages des missions Apollo, lorsqu'ils ont été désignés, c'était loin d'être acquis que ce serait l'équipage commandé par Neil Armstrong qui poserait le pied sur la Lune. Ils avaient tous le même entraînement. Absolument, ils avaient tous la formation. Fait que ça aurait été, d'ailleurs, on aurait pu penser que ça aurait été bien davantage le commandant de la mission Apollo 12, Pete Conrad, qui aurait été le premier à marcher sur la Lune, ou encore Lovell. Tous ces hommes-là sont tous des gens exceptionnels, et peu importe lequel de ces hommes-là, on aurait pu réécrire la même histoire en disant c'était quelqu'un d'exceptionnel, de prédestiné à aller sur la Lune. Fait que moi, quand on me dit qu'Armstrong sort de l'ordinaire et qu'il était prédestiné, je trouve que c'est un peu une réécriture de l'histoire. C'est-à-dire que maintenant qu'on connaît l'histoire, on l'a réécrit. Mais dans les faits, Armstrong, c'est quelqu'un de remarquable, mais ses collègues l'étaient tout aussi. Et on rapporte par ailleurs que Buzz Aldrin a lutté pour devenir le premier homme à marcher sur la Lune, tandis que Neil Armstrong, lui, aurait été
On sait qu'il était plutôt discret, hein, aurait été plutôt indifférent vis-à-vis de cet honneur. C'est vrai ou pas, ça, Claude? Oui, absolument. En fait, il semble bien que pour Neil Armstrong, c'était pas vraiment important qui des deux sortirait le premier du module lunaire. En fait, pour Armstrong, ce qui était important, c'était d'allunir, c'était de réussir son atterrissage. Pour lui, après ça, qu'est-ce qui arriverait, ça lui importe peu. Ce qui fait que la NASA aurait pu même demander aux deux astronautes, de se poser sur la Lune et immédiatement repartir, revenir vers la cabine Apollo, que pour Armstrong, ça n'aurait pas posé de problème. En fait, on peut résumer la situation en disant Armstrong, c'est un pilote. Pour lui, ce qui était important, c'était de se poser sur la Lune. Après ça, ce qui arrivait, c'était secondaire. OK. Et donc, ça étonne quand même un petit peu. Absolument. Oui, parce que ça aurait pu surprendre tout le monde si, par exemple, on n'avait pas marché sur la Lune. Mais après tout, en 1961, c'est vrai que le président américain John F. Kennedy avait lancé le défi de faire atterrir un homme sur la Lune et de le ramener sain et sauf sur Terre. Et rien de plus. Il n'était pas rentré dans les détails. Par contre, c'était pas la même chose pour Aldrin, qui lui tenait absolument, Claude, à marcher sur la Lune et même à être le premier, c'est ça? Absolument. En fait, Aldrin, non seulement il tenait beaucoup, mais il prenait pour acquis que de toute façon, il serait le premier homme à marcher sur la Lune. Ah oui, comment ça? Pourquoi il tenait vraiment pour acquis qu'il sortirait le premier? Là. Absolument, exactement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque des missions Gemini, qui ont eu lieu en 1965-66, lorsqu'un astronaute sortait de la capsule pour faire une marche dans l'espace, c'était toujours le pilote qui sortait et le commandant restait à l'intérieur de la capsule. Ce qui fait que dans le cas d'Apollo 11, le commandant, c'est évidemment Armstrong, le pilote, c'est Aldrin, ce qui fait que selon la tradition établie durant le programme Gemini, ça aurait dû normalement être le pilote qui sort le premier. Donc, Aldrin prenait pour acquis que c'est lui qui marcherait le premier sur la Lune. D'accord. On reconnaît bien là la fameuse tradition maritime qui veut que le commandant soit le dernier à quitter son navire. Mais il y avait aussi ce qu'on a appelé parfois la raison de la porte. La raison de la porte, Claude, tu vas nous expliquer ça. C'est ça. C'est un petit peu difficile, là. Il faut faire peut-être preuve de visualisation. Il faut s'imaginer. On le verra peut-être dans le fascicule. Il y a des photos qui vous aident, là, mais suivez-moi bien, je pense que vous allez comprendre. D'accord. C'est un peu technique. Imaginez-vous qu'on est à bord de la cabine du module lunaire. C'est pas grand déjà. C'est une petite cabine qui a à peu près la grandeur d'une cage d'ascenseur, puis encore là, d'un petit ascenseur. En fait, il y a pratiquement la place simplement pour que deux hommes vêtus d'un scaphandre pour sortie spatiale, deux hommes puissent se tenir debout côte à côte. Qui sont chacun, le double en volume d'une personne normale. C'est ça. C'est pour ça qu'on pourrait parler d'une cage d'ascenseur qui contient peut-être 4-5 personnes, mais pas plus que ça. Et donc, dans la cabine, les deux hommes se tiennent debout, côte à côte. Armstrong... Dans le lème, on s'assoit pas, là. Non, il n'y a pas de siège. On reste debout, puis il y a juste à peu près la place pour se tenir debout. Et à ce moment-là, Armstrong est du côté gauche, vis-à-vis le poste de commande, et Aldrin est du côté droit, vis-à-vis le poste de pilotage. Et entre les deux, à peu près, à leurs genoux, il y a un écoutille. Et cette écoutille-là, c'est une écoutille qui s'ouvre de l'intérieur, qui mesure à peu près 1 mètre de côté. Et pour sortir du module lunaire, il faut que l'astronaute se couche par terre, s'étende par terre, dans la position de quelqu'un qui fait des pompes, qui fait des push-ups. Sur le ventre, quoi. Sur le ventre, exactement. Et là, il sort les pieds le premier, à reculons, donc il sort les pieds le premier, et il ne voit pas où il met les pieds. Parce que lui, il est engoncé dans son scaphandre, et évidemment, il sent pas où il met les pieds parce que ses pieds sont dans des grosses bottines. Donc, autrement dit, sortir du module lunaire, c'est pas quelque chose de facile. Puis il n'y a pas la gravité sur Terre non plus, en plus. Non, ils ont une gravité. Ça les aide un peu, là, mais ils voient pas où ils marchent. On imagine donc que l'astronaute sort par la petite écoutille dont on vient de parler, ventre contre terre, à reculons et à tâtons. Ce qui ne doit pas être facile et pas mal inquiétant. Où est-ce qu'on met les pieds? Est-ce que les pieds sont à la bonne place? Par contre, bien sûr, Armstrong et Aldrin, évidemment, on ne sera pas surpris ici, se sont longuement entraînés sur Terre avant leur mission pour donc sortir de cette étrange façon du module lunaire, Claude. C'est ça. Et là, le problème de la porte maintenant, probablement dit. Oui, la fameuse raison de la porte. Exactement. Imaginez que la porte, donc, c'est une petite porte d'à peu près 1 mètre de côté, qui est une porte carrée, et qui est une porte à penture qui s'ouvre vers l'intérieur du module lunaire. Et les pentures sont du côté gauche. Ça veut donc dire que lorsque vous ouvrez la porte, vous barrez le chemin à celui qui est à gauche de la porte, donc du commandant. Et par contre, le pilote qui est à la droite, lui, peut sortir par la porte. Ce qui fait que ce qui avait été prévu, c'est que normalement, on ouvre la porte, Aldrin sort parce qu'il est à la droite de la porte. Ensuite, Armstrong va fermer la porte et là,
va passer du côté droit, va réouvrir la porte et lui va sortir. C'est pour ça que ça devait normalement être le pilote qui sorte le premier et le commandant le deuxième. Mais évidemment, on le sait bien, c'est pas ça qui est arrivé. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? On a changé les pentures de place pour les placer du côté droit, du côté d'Aldrin pour que Armstrong puisse passer? Non, en fait, tout simplement, la NASA a demandé aux deux hommes de changer de place avant l'ouverture de la porte. D'accord. Donc, Armstrong passe du côté droit, ce qui n'a pas dû être facile parce que, comme je l'ai dit, la cabine est toute petite. Oui. L'exiguïté des places, ils sont parvenus à changer de place, mais ils ont inversé leur place pour faire en sorte que ce soit Armstrong qui sorte le premier. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout simplement placé les pentures du côté droit, par exemple, pour laisser Armstrong passer? C'est une erreur de conception ou c'était planifié comme ça? C'était planifié comme ça pour une raison bien simple. Ceux qui ont conçu le module lunaire à l'époque du programme Gemini, ils savaient que la tradition faisait en sorte que c'était le pilote qui sortait le premier. Fait que quand ils ont conçu le module lunaire, ils ont délibérément décidé de mettre les pentures du côté gauche, justement pour faciliter le passage du pilote qui sortirait le premier, sachant qu'après ça, le commandant suivrait. Donc, c'est en vertu de la tradition qu'on a décidé que ça devrait normalement être le pilote qui sortait, sauf que dans le cas d'Apollo 11 et des missions qui ont suivi, la NASA a décidé que non, c'est d'abord le commandant, après le pilote. Donc, il faudrait que les gens changent de place. Précisons l'usage d'un terme qui suscite parfois des questions. Doit-on dire qu'on alunit ou qu'on atterrit sur la Lune? À l'époque de la conquête de la Lune, on a créé un mot spécifique pour désigner le fait de se poser sur la Lune, donc d'alunir, tandis qu'atterrir revenait à se poser sur la Terre. Cependant, si on crée un mot chaque fois qu'on se pose quelque part, sur Mars, sur un astéroïde, sur une comète, sur Vénus, Mercure ou Pluton, on n'est pas sorti de l'auberge. On a donc pris l'habitude d'atterrir un peu partout, mais on peut aussi employer le mot alunir dans le cas de la Lune uniquement. Par contre, on n'amercit pas sur Mars. Et qu'aurait-on dit dans le cas de la sonde Philae qui s'est posée sur la comète Chury en 2014? On a chum? Merci Mathieu. Alors, on va poursuivre notre conversation quant à savoir pourquoi Neil Armstrong a été le premier à marcher sur la Lune. Claude, pourquoi la NASA tenait tant à ce que ce soit lui, donc Neil Armstrong, plutôt qu'Aldrin, qui foule le premier, le sol lunaire? Ça faisait une différence pour la NASA? Pourquoi exactement? C'est une bonne question. En fait, évidemment, le premier homme qui allait marcher sur la Lune allait passer à l'histoire, hein, histoire avec un grand Bien H, sûr, absolument. alors qu'on allait peut-être quasiment oublier le deuxième. Maintenant, pourquoi la NASA tenait tant à ce que ce soit Armstrong? On ne le sait pas, parce que la NASA ne révèle jamais les raisons pourquoi elle prend ce genre de décision-là. On est donc contraint de spéculer. En fait, certains ont dit que probablement que la NASA a préféré Armstrong étant donné sa personnalité, c'est-à-dire il est plus réservé, il est plus noble, disons, pourrions-nous dire. Alors Certainement plus calme, en tout cas. Oui, il est plus calme, alors qu'Aldrin est plus volubile, plus réactif. Fait que la NASA l'aurait peut-être préféré. Une autre raison que certains évoquent, c'est que Aldrin a fait pression auprès des responsables de la NASA pour être le premier, et peut-être que cette attitude-là aurait déplu à la NASA qui ont préféré Aldrin. Ça pourrait être... Pas Armstrong, plutôt. Ouais. Bon, ça semble logique, effectivement, mais est-ce que l'histoire aurait pas donné raison à la NASA? Armstrong, est-ce qu'il a pas fait un meilleur représentant pour l'agence spatiale? Plus approprié, plus noble, comme tu disais, qu'Aldrin? Ouais, personnellement, je pense que non. En fait, moi, ce que j'observe, c'est que 2 ans après leur retour sur Terre, Armstrong s'est retiré de la NASA, a pris sa retraite, et là, il est rentré dans ses terres. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il n'a plus à peu près jamais accordé d'entrevue, on l'a à peu près jamais vu dans des manifestations publiques, dans des congrès, puis tout ça. Tandis qu'Aldrin, ça a été le contraire. Lui, il est demeuré longtemps très actif, il a donné beaucoup d'entrevues, il a participé à quantité de conférences, d'exposés, etc. Il a publié une quantité de livres. En fait, Aldrin a été un bien meilleur ambassadeur de la NASA et même de la cause de l'exploration spatiale que l'a été Armstrong. Mais quand même, Claude, on rapporte qu'Aldrin aurait été vraiment frustré de ne pas avoir été le premier homme à marcher sur la Lune. Mais en fin de compte, toi, tu crois qu'il a eu sa revanche sur le destin. De quel genre de revanche tu parles? C'est ça, on peut parler du mot revanche entre guillemets, c'est-à-dire que lorsque vous voyez des photos
d'un astronaute d'Apollo 11 sur la Lune, c'est Aldrin que vous voyez. Ben oui, c'est vrai. Dans tous les cas, c'est Aldrin. Quand on y pense, on l'oublie, hein. C'est ça, exactement. En fait, on peut pas les distinguer l'un l'autre parce que les deux costumes sont identiques. Sauf mais peut-être un petit brassard rouge, peut-être. Même pas. Pas dans le cas d'Apollo 11. À cette époque-là, non. Plus tard, on va le faire. D'accord. Mais dans le cas présent, on peut pas savoir. Mais ce qui est important de savoir, c'est que quand vous voyez des photos d'un astronaute d'Apollo 11 sur la Lune, c'est Aldrin. La raison pour cette anomalie-là, c'est que c'est toujours Armstrong qui avait la caméra. Ouais. Fait que c'est Armstrong qui photographiait la Lune, qui photographiait son compagnon en train de faire différentes tâches. C'est amusant de penser, si on peut dire, que ceux qui ont planifié la marche sur la Lune, et ils l'ont planifié très, très soigneusement, ils ont oublié de demander, à un moment donné, à Aldrin de prendre la caméra et de photographier Armstrong. Résultat, aujourd'hui, on possède donc quantité de très bonnes photos de Aldrin sur la Lune, mais on possède à peu près pas de photos d'Armstrong sur la Lune. En fait, il y en existe quelques-unes, mais ils sont de mauvaise qualité et pas très spectaculaires. D'ailleurs, on va les reproduire dans le fascicule. Ouais. Est-ce qu'il n'y en aurait pas une aussi où on voit le reflet d'Armstrong sur le casque d'Aldrin? Il y a la célèbre photo, effectivement, qu'on appelle 2 dans 1. Mais c'est d'abord Aldrin qu'on voit avec le reflet. C'est ça, tu sais. Fait que, résultat, finalement, Aldrin, il est probablement l'un des personnages du 20e siècle dont les photos ont été le plus diffusées à travers le monde, parce que même aujourd'hui encore, on les reproduit. Même si on ne sait pas toujours que c'est lui. Non, c'est pas. Mais lui le sait, par exemple. Lui, il sait qu'il a fait la couverture de tous les livres, de tous les magazines, qu'on le voit partout. Fait qu'il a eu, entre guillemets, sa revanche, bien malgré lui. Je comprends. Et on sait qu'Armstrong est malheureusement décédé en 2012 à l'âge de 82 ans des suites de problèmes cardiaques. Aldrin, lui, Aldrin, à notre connaissance, il est en très bonne santé. Il a 89 ans et tout va bien pour lui. D'ailleurs, j'imagine qu'on va le voir dans les prochains jours, mais moi, je ne l'ai pas encore vu à l'heure où on enregistre ce balado-là. On peut supposer, oui, parce qu'il est assez quand même... Il est assez présent, mais il est plus âgé maintenant. Peut-être qu'il est moins, mais on va sûrement le voir. Sûrement. Parlons maintenant du troisième membre de l'équipage, un autre oublié, si on peut dire, Mike Collins. Ça a dû être frustrant pour lui d'orbiter autour de la Lune, tandis que ses deux collègues foulaient le sol lunaire? Pas vraiment. En fait, c'est la question qu'on lui a souvent posée. Et lui, il a toujours dit, non, au contraire, j'ai été extrêmement honoré de faire partie de cette mission-là. D'autant plus que son sentiment, plutôt, lui, ça a été d'éprouver une vive inquiétude. Ah oui, il s'est senti seul, quoi? Il s'est senti super seul? Non, c'est pas vraiment ça. On pourrait penser, effectivement, que peut-être qu'il y a eu une certaine inquiétude de se retrouver seul en orbite autour de la Lune. La raison, c'est la suivante. Il y a eu, tout au long de la préparation de sa mission et même durant les premiers jours de la mission, il y a toujours eu la hantise de devoir revenir seul sur Terre, d'abandonner derrière lui ses deux compagnons. Imaginez la scène, là. Imaginez qu'au terme de leur exploration de la Lune, là, Aldrin et Armstrong sont incapables de revenir vers le module de commande où se trouve Collins. Imaginez, par exemple, qu'ils viennent pour décoller de la Lune. Les risques qu'on prenait. Les risques étaient là. C'est-à-dire qu'au moment où ils viennent pour quitter la Lune, peut-être qu'ils auraient pu allumer le moteur fusée. Le moteur fusée est en panne, ne fonctionne pas. Mm-hmm. Ou peut-être que pour une raison ou une autre, ils n'auraient jamais réussi à rejoindre la cabine où se trouve Collins. Et à ce moment-là, Collins, il aurait eu l'ordre de revenir seul sur Terre. Et ça a été sa hantise dans les mois qui ont précédé la mission, même durant la mission, jusque finalement lorsque Armstrong et Aldrin ont décollé de la Lune et sont revenus de s'arrimer à la cabine où se trouvait Collins. Et c'est à partir seulement de ce moment-là que Collins s'est mis à respirer un peu avec de l'aise. Ben, j'imagine, oui. Et on rapporte qu'il a éprouvé par ailleurs une étrange sensation de solitude à bord d'Apollo, tandis que justement ses camarades étaient sur la Lune. Qu'est-ce qu'il a ressenti exactement? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il se trouvait de l'autre côté de la Lune, derrière la face cachée, là, il était privé de tout contact avec la Terre. Impossible d'avoir une liaison radio quand vous êtes de l'autre côté de la Lune. Mm-hmm. Et là, il se dit à ce moment-là, je suis le seul être vivant de ce côté-ci de l'univers. Vu comme ça, oui. À moins qu'il y ait des extraterrestres qu'on connaît pas, mais le seul être vivant qu'on connaisse, c'est moi de ce côté-ci. Ouais. Et là, il a vécu une espèce de sentiment de joie, de plénitude et en même temps de très grande gratitude. Gratitude, pourquoi? Parce que il avait pas eu la chance, pourtant, lui, de fouler le sol lunaire. C'est ça, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que Collins, si on peut prendre l'expression, il revient de loin. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'origine, il était membre de l'équipage d'Apollo 8. L'équipage qui va être le premier à se rendre autour de la Lune en décembre 1968, un peu comme on l'a raconté dans le balado, Noël 1968. Mm-hmm. Donc, il aurait dû faire partie de cet équipage-là. Sauf que, quelques mois avant le lancement, il a dû subir une opération très délicate à la colonne vertébrale,
Opération qui aurait pu non seulement mettre fin à sa carrière d'astronaute, mais peut-être même le clouer sur une chaise roulante pour le restant de ses jours. Ce qui fait que lorsque l'équipage d'Apollo 8 s'envole en décembre 68, lui, il reste derrière, il reste sur Terre et il est un peu frustré de voir ses camarades réussir la mission, vivre une expérience extraordinaire de passer Noël autour de la Lune, comme on l'a raconté. Et lui, pendant ce temps-là, il est au sol. Sauf que, par chance pour lui, l'opération s'est très bien passée. Il a récupéré assez rapidement, donc il a repris sa carrière d'astronaute et, comble de chance, il a été assigné à l'historique mission d'Apollo 11. C'est pour ça qu'il disait... On parle d'un prompt rétablissement ici. Absolument, là. exactement. Il s'est répondu très rapidement. Et là, il se disait, j'ai quand même la chance de faire partie de la grande mission historique. Et pour ça qu'il y avait une énorme gratitude, même s'il n'a pas eu la chance de marcher sur la Lune. Je comprends maintenant pourquoi il était si heureux de graviter autour de la Lune, même seul, en ce mois de juillet 69. Alors que 8 mois plus tôt, donc, il aurait pu, comme tu disais, être condamné au fauteuil roulant. Et aujourd'hui, comme Aldrin, d'ailleurs, il est toujours vivant. Hein? Absolument. Âgé de 89 ans, même âge que Buzz Aldrin. Exactement. Et une dernière question, justement, au sujet de l'équipage d'Apollo 11. Pourquoi appelle-t-on Aldrin Buzz plutôt qu'Edwin? Ça vient d'où, ce surnom bizarre? Ça, c'est amusant. Hein? C'est sa grande sœur qui l'a nommé Buzz quand il était enfant. D'accord. On peut penser qu'elle le trouvait un peu comme un moustique qui était un peu irritant pour elle. On voit l'image, là. C'est ça, exactement. Ce qui est un peu étonnant, hein, c'est que il a gardé son nom d'enfant. Tout le monde l'appelle Buzz. Ouais. C'est rare, je pense, dans la vie qu'un adulte garde son nom d'enfant et que tout le monde l'appelle plutôt Buzz qu'Edwin. C'est la particularité, mais c'est le nom que sa grande sœur lui a donné quand il était enfant. Et qui va donner, d'ailleurs, ensuite des idées aux gens de Toy Story pour appeler l'astronaute Buzz Lightyear. Ça vient de Buzz Aldrin. Exactement, une allusion à Buzz. Parlant de nomenclature, parlons des noms donnés au vaisseau Apollo. La fameuse capsule Apollo dont parle Claude est dite en termes techniques le module de commande et de service, ou CSM. Le module lunaire est dit LEM pour Lunar Module. En outre, chaque équipage baptise d'un nom propre leur vaisseau. C'est ainsi que le CSM d'Apollo 11 a été nommé Columbia, en l'honneur du vaisseau imaginé par Jules Verne un siècle plus tôt. Quant au LEM, il a reçu le nom d'Eagle, l'aigle, ou plus précisément le pigargue à tête blanche, symbolisant les États-Unis d'Amérique. Merci Mathieu. Donc, dimanche après-midi, 20 juillet, Neil Armstrong et Buzz Aldrin se posent en douceur sur la Lune. Claude, tu te rappelles que cet après-midi-là, tu as éprouvé une certaine déception. Tu dirais peut-être même une certaine frustration. Qu'est-ce qui s'est passé? Et oui. En fait, à l'époque, ce dimanche-là, je suivais la mission Apollo 11. On imagine. Absolument. En écoutant tous les reportages que je pouvais trouver à la radio, à la télé, les bulletins d'information, je lisais tout ce que je pouvais comme articles de journaux en français à l'époque. Ouais. Et là, ce dimanche après-midi-là, les astronautes allaient se poser sur la Lune vers 16 heures. Je réalise tout d'un coup qu'on ne les verra pas atterrir sur la Lune. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de caméra sur place prête à filmer la scène. Pas en direct, en tout cas. Pas en direct. Fait qu'on n'a pas vu d'atterrissage. Et là, j'étais frustré. Puis je me disais, j'aurais aimé ça les voir. On n'avait pas non plus... Et personne ne le voyait non plus. La NASA non plus. Là. Personne, c'est ça. Il n'y a pas de caméra, tu sais. Ouais. Et il n'y a pas de caméra de bord non plus qui va nous montrer l'atterrissage. Ce qui fait que j'étais coordonné à écouter, si je peux dire, à la télévision, l'atterrissage d'Apollo 11 en regardant nos deux animateurs nous expliquer ce qui se passait. Parce qu'effectivement, tout ce qu'on voyait, c'était justement deux animateurs qui écoutaient les échanges radio. Ils étaient assis à un bureau, tout simplement, le professeur Scott et Henri Bergeron. Et donc, ils écoutaient les échanges radio entre les astronautes et Houston, qui nous expliquaient tant bien que mal le déroulement de la mission. Ce qui devait quand même pas être facile pour eux, Absolument. de se dépêtrer avec le jargon. La NASA, il n'y avait pas de traducteur, là. Ils faisaient ça eux-mêmes. Et non seulement, je dirais, il y a le jargon, mais le son est mauvais. Oui, la communication est mauvaise. Fait qu'on comprend même pas bien les mots. Vrai. Et c'est des mots techniques. Exactement. Et puis le reste était laissé à notre imagination. Ce qui t'amène d'ailleurs, Claude, à apporter une précision au sujet des comptes rendus de la mission Apollo 11 qu'on nous présente à présent. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voyez, mettons, un film ou un documentaire qui nous raconte l'atterrissage d'Apollo 11, vous voyez des films. Vous voyez, entre autres, un film qui est assez célèbre, c'est comme une caméra qui est placée dans un hublot triangulaire et on voit le sol se rapprocher et dans les dernières secondes, la poussière se lever puis le module lunaire.
Ça, c'est et on nous montre aussi des photos du module lunaire sur la Lune, on nous montre les astronautes. Ça, c'est des documents qu'on a vu pour la première fois une bonne semaine après le retour sur Terre des astronautes. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre le 1er août pour voir ces photos-là, pour voir ces films-là. De là ta déception. Ben, c'est ça. Ce qui fait qu'au moment où ça se passe, on n'a pas de film, on ne voit pas, on n'a pas d'image. On est obligé d'imaginer ce que c'est d'être sur la Lune. Je rajouterais comme détail que à l'époque, les infographies n'existent pas, là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, quand on nous montre, mettons, une sonde qui se passe sur Mars, qui se pose sur Mars, on voit plein de films dans le fond, c'est des bandes dessinées, mais de qualité parfaite, qui nous donnent l'impression qu'on voit la sonde se poser sur Mars. On met de l'animation en temps réel. Exactement. Et ça n'existait pas à l'époque. Fait que, tout ça pour dire que à l'époque, c'était très, très différent d'aujourd'hui, là. C'est pas comme ça que ça se passerait aujourd'hui quand on voit une sonde se poser sur Mars, par exemple. Une autre époque, hein. Absolument. Et donc, si on poursuit le fil des événements, les astronautes se posent donc sur la Lune à 16h18, dimanche 20 juillet. Comme on le raconte souvent, l'alunissage, c'est pas fait sans problème, hein. Au contraire, même, puisque les astronautes ont été confrontés à une sérieuse défaillance de l'ordinateur de bord. Durant la descente, donc l'ordinateur s'est retrouvé avec trop de tâches à exécuter en même temps et en conséquence, boum, il a planté. Or, Claude, cette défaillance a bien failli mettre un terme à l'opération d'alunissage. Absolument. Sauf que à l'époque, on l'a pas su. C'est-à-dire que nous, là, quand on écoute l'atterrissage, la description de l'atterrissage qu'on nous fait, on a l'impression que tout se passe bien, que les astronautes descendent normalement vers la Lune, que la descente s'effectue sans problème et qu'ils se sont posés sans aucun problème majeur. Ouais. Or, d'ailleurs, on a juste à lire les articles du lendemain pour voir que personne ne parle de problème d'ordinateur. Ce n'est que quelques jours plus tard qu'on va nous raconter ce qu'aujourd'hui on nous raconte comme si on l'avait vécu en direct, qu'on nous raconte donc le problème d'ordinateur qui a bien failli compromettre l'atterrissage. En fait, on est passé à 2 doigts d'assister à un échec déplorable, mais on ne l'a pas su sur le coup. D'accord. Pour nous, l'impression, c'est que tout s'était bien passé. Il y a par contre le fait qu'au moment où Armstrong pose le module lunaire, il ne restait presque plus de carburant dans les réservoirs alimentant le moteur fusée du LEM. Donc, les 2 astronautes étaient à moins de 30 secondes de la panne sèche en se posant, Claude, et donc, il aurait pu s'écraser. Donc, ça prenait quand même un certain sang-froid là, pour se poser. Là. Absolument. En fait, ça, on l'a su. Hein. Ça, à l'époque, ça a été rapporté qu'ils se sont posés avec presque plus de carburant dans les réservoirs. Ça s'entendait dans les communications radio. Exactement, tout à fait, ça, on l'a su. Mais par contre, ce qu'on n'a pas su, c'est que ce qu'Armstrong nous a expliqué par après, une fois qu'il est revenu sur Terre, c'est que pour lui, ce n'était pas un problème. Lui, il ne craignait absolument pas la panne d'essence. Ça peut paraître surprenant, mais ce qu'Armstrong nous expliquait, c'est que dans les dernières minutes de l'atterrissage, il volait très, très bas. Il était à très basse altitude et il se disait que si jamais le moteur fusée arrêtait, le module tomberait tout simplement sur la Lune, doucement se poserait, parce qu'il faut savoir que sur la Lune, tout pèse 6 fois moins que sur Terre. Ouais. Donc, lui, il ne craignait pas l'écrasement, si on peut dire. Sa préoccupation, c'était de se trouver au-dessus d'une zone le moins accidentée possible, la plus lisse possible pour pas lutter un rocher ou un cratère. Mais tant qu'à la savoir, la panne d'essence, ça ne le préoccupait absolument pas. Fait que nous, qui étions sur le point presque de perdre connaissance parce qu'il était presque à court d'essence, pour Armstrong, ce n'était pas un problème. Ouais. Par contre, les contrôleurs de Houston voyaient clairement, eux, que les réserves de carburant étaient en train de fondre comme neige au soleil, et ils ont carrément retenu leur souffle jusqu'à perdre connaissance. Absolument, absolument. Et puis donc, il y a eu quelques secondes de silence, justement, avant que Neil Armstrong ne prononce une première parole historique. On s'en souvient peut-être. Houston, ici la base de tranquillité. Eagle s'est posé. Moi, je m'en souviens un peu par la suite là qu'on a dit une espèce de ouf. Et la base de tranquillité, évidemment, Claude, c'est cette zone un peu lisse là, justement, dans la mer de la tranquillité où on venait d'allunir. Alors, dès les premiers instants, que font les astronautes là qui viennent d'arriver sur la Lune? Ça va peut-être surprendre un peu les gens, mais les premiers instants ont été consacrés à décoller en toute vitesse de la Lune si jamais il y avait un problème technique. Okay. C'est-à-dire que une fois que le module lunaire s'est posé, on se demandait d'une part, est-ce que tout va bien? Est-ce que tout est parfait? Entre autres, si on s'était rendu compte que le module était en train de
s'enfoncer dans le sol lunaire, dans la poussière lunaire, ou s'il aurait été en train de basculer, immédiatement, les astronautes auraient redécollé en toute vitesse. Même chose si on avait découvert un problème technique, par exemple une augmentation anormale de pression dans un réservoir, immédiatement, les astronautes auraient quitté la Lune. Donc, leur première préoccupation après s'être posée sur la base de l'indicateur, c'était d'être en mesure de décoller à toute vitesse si jamais surgissait un problème. Mais évidemment, comme tout allait bien, au bout de quelques minutes, ils vont recevoir la permission de demeurer sur la Lune pour quelque temps. Comme l'a souligné Claude, à ce moment-là, on n'a aucune image de la Lune. On se demande bien que voient les astronautes par leur hublot. C'est d'ailleurs la question que s'empresse de poser Houston, et Aldrin répond. Nous reviendrons sur les détails de ce qu'il y a autour de nous, mais on retrouve pratiquement toute la variété de formes, d'angles, de granularité et à peu près toutes les sortes de roches que vous pouvez imaginer. Les couleurs varient beaucoup selon que vous regardiez ou non vers la ligne 0, la direction opposée aux rayons du soleil. Il ne semble pas y avoir une couleur dominante, mais il semble que certaines roches et rochers, et il y en a pas mal à proximité d'ailleurs, doivent avoir des couleurs assez intéressantes. Il y a alors donc une petite cérémonie demeurée secrète pendant très longtemps et qui est assez curieuse, je vais vous dire. Là. Quand j'ai entendu ça la première fois, Claude, j'étais un peu surpris. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. En fait, peut-être un quart d'heure après, je me souviens pas du nom du temps, Buzz Aldrin a envoyé un message radio à la Terre. Il nous a demandé d'écouter, j'aimerais ça que nous faisions tous une pause, un moment de silence pour se recueillir et réfléchir à l'instant qu'on vient de vivre, au moment historique qu'on vient de vivre, donc premier atterrissage sur la Lune. En réalité, ce qu'il a fait, et ça on va l'apprendre beaucoup des années plus tard, c'est que lui, il a sorti de sa trousse personnelle un petit calice, une petite fiole de vin et une hostie, et il a communié sous le regard ahuri de Neil Armstrong, parce que lui non plus ne le savait pas. Il ne savait pas non plus, d'accord. Il l'a appris là. Et pourquoi ça a été tenu en secret, cette cérémonie-là? Ça a été tenu secret parce que pour éviter les protestations de groupes laïcs qui, aux États-Unis, militent pour la séparation du gouvernement et de la religion. On peut comprendre. Oui. En fait, ces gens-là se disent, les astronautes sont en mission gouvernementale et pour aucune raison, ils doivent faire la promotion d'une activité religieuse, quelle qu'elle soit. D'accord. Et on nous avait dit que peu après l'alunissage, les astronautes allaient se reposer quelques heures, peut-être même tenteraient-ils de dormir un petit peu, avant d'entreprendre leur marche sur la Lune, marche qui surviendrait par conséquent au beau milieu de la nuit pour ce qui est de l'Amérique du Nord. Puis on nous a annoncé qu'ils allaient sortir vers 22 heures de Montréal, mais c'est finalement 1 heure plus tard qu'Armstrong a émergé du module lunaire. Alors, comment expliquer je ne sais pas si on peut parler de cafouillage, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, ça a été, moi je me suis encore là, c'était une longue soirée d'attente parce qu'on ne savait pas exactement à quelle heure il sortirait. Ce que la NASA nous avait dit donc, c'est que peu après l'atterrissage, les astronautes allaient se reposer et possiblement même sommeiller quelques heures. Ce qui était un peu surprenant quand on y pense dans l'état de fébrilité dans lequel ils devaient être. Ils venaient d'atterrir et ils allaient bientôt marcher sur la Lune. Ça n'avait pas de bébé de passage comme plan de vol. Pourtant, c'est ce que la NASA nous indiquait. En réalité, ce que la NASA avait prévu, c'est se laisser quelques heures de marge à elle et aux astronautes pour faire face à tout problème technique qui aurait pu surgir. Là. Donc, ils voulaient se garder du temps pour régler peut-être certaines petites anomalies, certains problèmes. Mais comme tout allait parfaitement bien, la NASA a procédé tel que c'est indiqué dans le plan de vol, c'est-à-dire à une sortie vers 22 heures. Sauf qu'avant de sortir, les astronautes devaient d'abord s'assurer que leur scaphandre est parfaitement étanche. Et ensuite, ils devaient vider l'air qu'il y a dans la cabine du module pour pouvoir ouvrir l'écoutille. Ils devaient vider parfaitement toute l'air qu'il y avait dans la cabine pour établir, si je peux dire, la même pression qu'il y a à l'extérieur. Et on sait évidemment que sur la Lune, il y a 0 pression d'air. Il fallait qu'il y ait 0 pression d'air dans la cabine. Sauf que là, les astronautes ont été confrontés à un problème auquel on n'avait pas pensé. C'est que leur scaphandre n'est pas parfaitement étanche. Il laisse échapper un peu d'air, juste un peu d'air, mais suffisamment pour maintenir une pression d'air qui empêche l'ouverture de la porte. Et on imagine que s'ils étaient revenus sur Terre bredouille, incapables d'ouvrir la porte de leur module lunaire, ça aurait été tout un fiasco. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, là, ce qui est assez amusant, c'est que malgré là, que tous les aspects de la mission avaient été soigneusement réfléchis, planifiés, on avait essayé de penser à toutes les possibilités, tous les incidents qui peuvent arriver, celui-là, il n'y avait pas pensé.
En désespoir de cause, les astronautes ont dû forcer la porte. C'est-à-dire qu'ils ont décollé un coin de la porte pour un petit peu l'entrouvrir, ce qui a permis de laisser échapper le peu d'air qu'il y avait dans la cabine. Et après ça, ils ont pu ouvrir la porte et sortir tel que prévu. Mais c'est ça qui a demandé 1 heure de plus. 1 heure? Ils devaient sortir vers 22 heures, finalement, ils sont sortis vers 23 heures. Et nous, là, pendant ce temps-là, moi, je me souviens probablement à partir de 21h30, on est devant notre petit écran télé, on attend. Monsieur Bergeron et Monsieur Sicotte, eux aussi attendent. J'imagine. On comprend pas trop ce qui se passe. On attend. Quand est-ce vont-ils sortir? Et finalement, c'est vers 23 heures qu'ils ont sorti et qu'on a vu voilà. Armstrong descendre. Donc Armstrong sort, descend l'échelle et finalement met le pied sur la Lune et prononce ces célèbres paroles que vous connaissez tous, un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Comme tu le disais, Claude, il est alors 22h57, heure de l'Est en Amérique du Nord, ce dimanche 20 juillet, soit 3h57, heure de Paris, le lundi 21 juillet. Belle parole, on pourrait dire, de circonstance, Claude, mais la question qui se pose, c'est qui a pensé à ces mots-là? Est-ce que c'est la direction de la NASA? Est-ce que c'est une firme de communication? Est-ce que c'est Neil Armstrong lui-même? Et quand cette formule historique a-t-elle été trouvée? On ne sait pas toujours, là. Non, c'est ça. La question a été beaucoup posée à Armstrong, s'est fait constamment poser la question. Il a toujours dit, c'est moi qui ai pensé à ces paroles-là, c'est pas la direction de la NASA, c'est personne, c'est moi uniquement. Et j'y ai pensé à la dernière minute, peut-être juste avant de sortir, sinon même en descendant l'échelle. Ce qui est un peu étonnant d'avoir pensé à une telle parole au moment. Il y avait d'autres choses à quoi penser. Exactement, surtout qu'on a expliqué tantôt que c'est pas évident de sortir du module lunaire. Non. Mais là où c'est amusant, c'est que dans un documentaire qui a été produit récemment, il y a quelques années, et qui est disponible sur YouTube, le frère de Neil Armstrong, Dean, nous raconte que lui, il a vu son frère Neil quelques jours avant le décollage d'Apollo 11, et à un moment donné, Neil lui a tendu une feuille de papier sur lequel étaient inscrites les fameuses paroles, et il a demandé à son frère, qu'est-ce que t'en penses? Et Dean aurait dit, écoute, c'est fabuleux comme parole. Ça, c'est dans First Man on the Moon, The Real Neil Armstrong, c'est ça? Exactement. C'est à la 40e minute du documentaire qu'on entend Dean nous raconter ça. Ce qui fait qu'il y a un petit mystère, là. Est-ce que Neil, il a vraiment pensé à la dernière minute comme lui le raconte, ou ça avait été fait avant? T'as pas ton petit point de vue là-dessus, toi, Claude? Non, on saura jamais, surtout quand maintenant que Neil est décédé, on saura jamais la vérité. C'est un petit clin d'œil de l'histoire. Tout à fait. Et Aldrin va donc rejoindre Armstrong 15 minutes plus tard, et personne, évidemment, va se souvenir des premières paroles prononcées par le deuxième homme à marcher sur la Lune. Ils vont se mettre à explorer la surface lunaire durant 2 petites heures. Malheureusement pour nous, la qualité des images transmises par la caméra télé en direct qui avait apporté sur eux, c'est une très piètre caméra, donc c'était tellement mauvais qu'on ne voyait guère que des fantômes, des espèces d'images noires foncées, là, donc des fantômes qui déambulaient sur nos écrans, mais quand même, Claude, malgré tout ça, tout s'est bien passé. Absolument. Ce qui est peut-être un détail qu'on ignore généralement, c'est que cette marche-là avait été chorégraphiée minutieusement. C'est-à-dire que les astronautes sur la Lune n'improvisaient pas ce qu'ils faisaient au fur et à mesure, comme on pourrait le penser, mais tout avait été pensé, comme planifié. Ça va être un petit peu le cas un peu plus tard, là, dans les autres missions. Tout à fait. Ça, ouais. Ce qui fait qu'ils avaient une série de tâches très précises, chronométrées à la minute près. Ils devaient faire un certain nombre d'observations, un certain nombre d'expériences. Pas de place à l'improvisation. Et donc, littéralement, les astronautes n'avaient pas 1 minute à perdre sur la Lune. On peut rajouter, ou peut-être aussi rajouter. Et c'est un peu surprenant quand on y pense, parce que c'est un peu comme si on allait vous parachuter quelque part sur Terre, dans une zone qu'on connaît pas, mais qu'on planifierait chacun de vos pas, chacun de vos gestes, des mois à l'avance. Et ça a été pourtant le cas dans le cas de la première marche des astronautes sur la Lune. Autre petit détail, c'est qu'ils ne se sont éloignés du bol lunaire qu'à peine de 30 mètres tout au plus. Hein. Ils n'ont vraiment pas marché très loin. Distance maximale marchée, 30 mètres. C'est pas loin, effectivement. Oui. Donc, tout s'est bien passé pour le reste de la mission. Les astronautes ont bien sûr planté la bannière américaine et ont installé une demi-douzaine d'appareils scientifiques, dont un sismomètre pour mesurer les tremblements de Lune. Ils ont aussi récolté 22 kilos d'échantillons, tandis qu'Armstrong a pris une série de photos maintenant gravées évidemment dans nos mémoires. Absolument. Et une vingtaine d'heures après s'être posé sur la Lune, Armstrong et Aldrin décollent de la Lune, s'envolent de la Lune, vont rejoindre Collins en orbite autour de la Lune. Celui-ci, évidemment, est extrêmement heureux de revoir ses collègues. Soulagement, oui. Quelques heures plus tard, il quitte
l'orbite lunaire, reprennent la route de la Terre pour finalement amérir dans l'océan Pacifique le 24 juillet 1969, complétant avec brio une mission dont on célèbre aujourd'hui le 50e anniversaire. Jusque-là, chaque fois que des astronautes revenaient de l'espace, ils donnaient rapidement une conférence de presse avant d'être paradés dans les rues des grandes villes américaines. Mais ce ne fut pas le cas pour les astronautes d'Apollo 11. Ceux-ci ont été immédiatement placés en quarantaine durant 3 semaines. Certains craignaient la possibilité qu'il y ait rapporté avec eux de terribles germes de la Lune. Pourtant, on savait fort bien à l'époque qu'une telle éventualité était plus qu'invraisemblable. Mais pour calmer les esprits craintifs, la NASA a accepté de mettre en quarantaine les 3 premiers hommes revenus de la Lune. À vrai dire, elle faisait ainsi d'une pierre 3 coups. Non seulement calmait-elle les esprits, mais la NASA offrait un répit aux astronautes tout en simulant l'application de mesures de protection biologique pour le jour où cela deviendrait réellement nécessaire. Donc, on a presque terminé, Claude, dans ce 50e anniversaire d'Apollo 11. Tu crois avoir une bonne raison de te réjouir et ça te surprend d'ailleurs un petit peu de quoi il est question? En fait, j'espère que je conclue pas trop vite, ou à moins qu'il y ait certaines choses que j'ai pas vues, mais j'ai l'impression qu'en ce 50e anniversaire d'Apollo 11, il y a plus beaucoup de gens, ou presque plus personne, ne doute du fait indéniable qu'on est allé sur la Lune en juillet 1969, que 2 hommes ont marché sur la Lune. Comme on sait, il y a des gens qui doutent de l'authenticité de la mission Apollo 11, qui prétendent que c'est une mise en scène filmée en studio quelque part au Nevada. Mais en même temps, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que probablement que ces gens-là, on leur donne plus beaucoup de crédibilité. En fait, on sait qu'il existe, puis il va toujours exister, des groupes de conspirationnistes là, qui imaginent que tout ce qu'on leur raconte est faux, là, qui ont des doutes par rapport à John F. Kennedy, par rapport à Marilyn Monroe, à Elvis, aux attentats du 11 septembre, à Obama, au changement climatique, etc. À la Terre qui est ronde. Ou la Terre qui est ronde aussi, tu sais. Mais je pense que ces gens-là, ils ont perdu maintenant beaucoup de crédibilité. Et ça, je me plais à penser que c'est peut-être un bienfait de l'époque dans laquelle on vit, c'est-à-dire l'époque où à chaque jour, il faut démentir les mensonges que compte le président Trump jour après jour après jour, comme aussi tout le phénomène des fausses nouvelles qui sont colportées justement par les groupes de conspirationnistes. C'est-à-dire que je pense que j'espère en tout cas qu'une bonne partie du public est un peu fatigué, lassé des gens qui nous disent que tout ce qu'on nous raconte, ce sont des mensonges, alors qu'en réalité, c'est eux qui mentent. Comme dans le cas d'Apollo 11, c'est eux qui mentent. En fait, ces gens-là, les conspirationnistes puis ceux qui colportent les fausses nouvelles, à mon avis, ils vivent dans le monde de Trump, un monde bien misérable, si je peux me permettre. Intéressant, comme opinion. Mais Claude, sans vouloir mettre en doute l'idée que la mission Apollo 11 n'a pas eu lieu, on peut tout de même se poser quelques questions qui sont parfois d'ailleurs soulevées par ces gens-là, notamment une question qui revient souvent et sans pour autant qu'on doute de l'authenticité des photos d'Apollo 11, bien sûr, c'est comment se fait-il qu'on ne voit pas d'étoiles, par exemple, sur les photos des astronautes sur la Lune, alors que le ciel est noir foncé, comme en pleine nuit, par exemple? C'est ça. Effectivement, c'est une bonne question qu'on m'a posée souvent. En fait, la réponse simple, c'est la suivante. C'est parce qu'on ne voit pas d'étoiles dans le ciel lunaire, parce qu'on est en plein jour. Pour la même raison que sur Terre, c'est-à-dire que le jour, on ne voit pas d'étoiles dans le ciel. Pour comprendre un peu ce qui se passe, d'abord, c'est sûr qu'on est en plein jour sur la Lune, parce que quand vous regardez les photos, vous voyez le sol lunaire éclairé, vous voyez les astronautes, vous voyez leur ombre, on est en plein jour. Et ce qui se passe en plein jour, c'est que l'éclat du Soleil est si intense qu'il éclabousse celui de toutes les autres étoiles. C'est vrai sur Terre, mais c'est aussi vrai sur la Lune, et c'est même vrai à bord de la Station spatiale internationale. En fait, quand vous regardez des photos prises depuis la Station spatiale, vous allez remarquer, ou des photos où on voit la Terre, des photos prises par les hublots où on voit la Terre, vous allez remarquer que le ciel est noir et on ne voit pas d'étoiles. Pour la même raison, on est en plein jour, on voit la surface terrestre, mais l'éclat du Soleil est si fort qu'il éclabousse celui de toutes les autres étoiles. Pour ceux qui auraient un doute, ils peuvent faire une petite observation. Regardez le firmament depuis chez vous. Remarquez que les soirs de pleine lune, vous allez voir beaucoup moins d'étoiles dans le ciel que les soirs de nouvelle lune ou les soirs où la lune n'est pas là.
Pour la même raison, l'éclat de la Lune éclabousse celui d'un certain nombre d'étoiles. Évidemment, l'éclat de la Lune, lui, est beaucoup moins puissant que celui du Soleil, donc il n'éclabousse pas toutes les étoiles, mais on voit quand même beaucoup moins d'étoiles les soirs de pleine Lune que les soirs où il n'y a pas de Lune. Dans le cas du Soleil, évidemment, l'éclat du Soleil est, je n'oserais pas dire infiniment plus puissant que celui de la Lune, mais c'est pour ça que le Soleil éclabousse les étoiles qu'il y a au firmament, qu'on soit sur Terre, en plein jour, qu'on soit sur la Lune ou qu'on soit même à bord de la Station spatiale internationale. Si je peux me permettre de rajouter un détail, lorsque vous entendez ou vous lisez les propos d'un prétendu expert qui doute de l'authenticité de la mission Apollo 11, là, qui dit que c'est pas vrai que ça a été filmé en studio, si cet expert-là vous sort comme argument, comme preuve, l'absence d'étoiles sur les photos des astronautes sur la Lune, dites-vous que cet expert-là ne sait pas de quoi il parle. Il connaît pas son dossier. Parce que si cet expert-là ignore pourquoi on ne voit pas d'étoiles sur la Lune, comme je viens de l'expliquer, c'est vraiment parce que c'est un incompétent. Et si cet expert-là a d'autres arguments, jetez ça aux poubelles, ça vaut rien. On pourrait démonter plus longuement, évidemment, les supposées preuves qui prouveraient, entre guillemets, qu'on n'est jamais allé sur la Lune, mais on l'a déjà fait dès notre deuxième balado, d'ailleurs, il y a 1 an et demi. Par contre, Claude, tu désires relater une découverte que tu as faite toi-même en lisant les New York Times de 1969, et ça t'a jeté par terre, sinon même horrifié à ce point-là? Absolument, absolument. Un jour, il y a quelques années, j'ai donc lu un article du New York Times publié le 18 décembre 1969. C'est un article qui rapporte que le directeur des relations publiques de la NASA, Julian Scheer, faisait la veille un exposé devant un groupe de gens qui aiment prendre un verre. Et son exposé, c'était de dire, vous savez, on pourrait démontrer que toutes les photos et tous les films pris par les astronautes d'Apollo 11 sont faux, ont été faits en studio. Comme rapporte, là je parle, c'est le directeur des relations publiques de la NASA, comme le rapporte le New York Times, c'est une blague. Scheer, il parle devant une assemblée de gens, c'est une association de gens qui nient la possibilité qu'il soit possible de voler en avion, qu'il soit impossible de voler dans les airs, mais cette association-là est composée de pilotes d'avion et d'ingénieurs aéronautiques qui, justement, volent fréquemment dans les airs. Donc, eux, ils blaguent. Eux, ils s'amusent à dire « ça se peut pas que l'homme vole dans les airs », alors qu'eux-mêmes le font. Mais Scheer, lui, fait son exposé à la blague pour dire, écoutez, on pourrait démontrer que les photos ont été truquées, que les photos ont été faites en studio. Évidemment, il blague, sauf que oui, là, Scheer... Il est devant l'association le Man Will Never Fly Memorial Society, donc on a beaucoup d'humour ici. Exactement. Sauf que ce faisant, il allume il sème un doute, il allume, je dirais, un incendie qu'on n'a jamais été capable d'éteindre depuis ce temps-là, c'est-à-dire qu'il a semé un doute. Et j'avoue que quand j'ai lu cet article-là, j'étais très fâché que le directeur des relations publiques de la NASA fasse ce genre de choses-là. Et j'en suis encore fâché aujourd'hui parce que c'était une blague, mais que certains ont pris au sérieux, puis on est pris avec depuis ce temps-là. Et c'est utilisé comme argument par les conspirationnistes. Absolument. Dans notre deuxième balado, Claude rapporte plusieurs contradictions énoncées par ceux qui nient l'authenticité du premier débarquement sur la Lune. Parmi celles-ci, il faisait ressort que selon certains, Armstrong et Aldrin ne se sont jamais rendus sur la Lune, leur excursion ayant été tournée en studio. Cependant, le 16 juillet 1969, 1 million de personnes les ont vus s'envoler de Cap Kennedy et des millions d'autres à la télé. Puis, en cours de vol vers la Lune et lors de leur retour sur Terre, on les a vus flotter en apesanteur dans leur capsule. Finalement, on a vu leur capsule amérir dans le Pacifique et les astronautes en ressortir. Où étaient-ils donc passés entre-temps? En studio sur Terre ou dans l'espace? Pour certains conspirationnistes, les astronautes d'Apollo 11 se sont bien envolés, mais pour se placer en orbite terrestre, pour ensuite revenir 8 jours plus tard sur Terre. Mais alors, que fait-on de leurs supposées performances en studio? Et puis, la NASA a réalisé 5 autres débarquements sur la Lune, 5 autres mises en scène en studio ou pas. Que de mal s'est-elle donné pour retirer le mensonge durant 4 années? Merci Mathieu. On arrive au terme donc de ce balado sur Apollo 11. 2 autres questions qu'on se pose très souvent, Claude. Combien a coûté le programme Apollo et qu'est-ce qu'il nous a donné? D'abord, combien ça a coûté?
Ça a coûté, en dollars de l'époque, 20,6 milliards de dollars. Si on met ça on convertit ça en dollars d'aujourd'hui, ça équivaut à peu près à 210 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Est-ce trop? Est-ce correct? C'est toute une question de point de vue. En fait, il y a des gens qui vont dire on aurait peut-être dû prendre ces sommes-là pour les investir dans des problèmes sociaux, combattre la pauvreté, la misère humaine, la famille, etc. Souvent, ouais. C'est ça. Sauf que si on n'était pas allé sur la Lune, ça ne veut pas dire qu'on aurait pris cet argent-là pour justement résoudre certains problèmes sociaux. Autre chose qu'on peut rapporter, c'est que à la même époque, au moment où on va sur la Lune, les Américains vont dépenser 7 fois plus d'argent pour la guerre au Vietnam. 7 fois plus d'argent que pour aller sur la Lune englouti dans la guerre au Vietnam. On peut aussi relater que les budgets militaires, que ce soit celui des États-Unis, du Canada, d'Europe, sont nettement plus élevés que aujourd'hui. Encore aujourd'hui, c'était vrai à l'époque, sont nettement plus élevés que les budgets qu'on consacre à l'espace. Ce qui fait que, personnellement, j'ai peut-être un peu un biais, là, mais personnellement, je trouve qu'il vaudrait peut-être mieux consacrer, si on avait à faire des coupures plutôt, peut-être plus couper dans le militaire que dans le spatial, budgets qui sont nettement plus élevés que nos budgets consacrés à l'exploration de l'espace. Et donc, la deuxième question qu'on se posait en début de cette conclusion, qu'est-ce que ça nous a donné d'aller sur la Lune? Quels résultats scientifiques on a obtenus? Le premier résultat qu'on a obtenu, et le plus important, comme je l'ai déjà relaté, c'est le fait qu'on a réalisé la fragilité de la Terre. C'est-à-dire que c'est en allant vers la Lune qu'on a vu la Terre de loin, qu'on s'est rendu compte que c'était un petit joyau bleu et blanc perdu dans l'immensité de l'espace et qu'ils étaient très fragiles. Et les images que nous ont ramenées les astronautes ont eu un impact considérable sur notre conscience humaine. Parce que les gens l'ont peut-être oublié aujourd'hui, là, mais dans les années 60, là, on polluait notre air, on polluait nos eaux, on polluait le sol sans aucune considération pour l'environnement. On jetait tout par-dessus bord sans aucun problème. Et on a commencé à prendre conscience qu'on était en train de détruire l'environnement à peu près au moment où on est allé sur la Lune. J'ouvre une parenthèse pour dire que c'est pas le programme Apollo qui est à l'origine de notre conscience environnementale. Il y avait déjà des gens qui commençaient à le souligner dans les années 60. On dit souvent que une photo vaut 1000 mots. Moi, je pense que les images où on voit la Terre se lever depuis l'horizon lunaire ont fait beaucoup plus que des milliers de discours qu'on aurait pu faire. Et ça a été utilisé beaucoup, cette photo-là, notamment par les écologistes par la suite. Absolument. Cette photo-là et plein d'autres. C'est ça. Fait que ça, c'est probablement la principale bienfait, retombée du programme Apollo, si je peux dire. Et sur le plan purement scientifique, là, pour ce qui est de la Lune, là, de notre séjour sur la Lune à ce moment-là. C'est ça. Sur le plan scientifique, évidemment, on a appris beaucoup de détails par rapport à la Lune, notamment la composition du sol, la structure du sol, etc. Mais en même temps, il y a encore tellement de choses à apprendre à propos de la Lune. Je vais donner un exemple. Quand on s'apprêtait à aller sur la Lune à la fin des années 60, on se disait, le programme Apollo va nous permettre de découvrir quelle est l'origine de la Lune. En fait, on a 3 hypothèses. Soit que la Lune s'est formée en même temps que la Terre aux abords de la Terre, donc les 2 astres sont nés à peu près en même temps, se sont formés l'un à côté de l'autre, ou bien la Lune s'est formée plus loin, quelque part dans le système solaire, et elle a été capturée par la Terre, ou bien la Lune est un morceau de la Terre. La Terre aurait été percutée par un astre d'importance qui aurait détruit une partie de la planète. Les parcelles qui auraient été placées dans l'espace auraient éventuellement formé la Lune. Donc, on se disait, quand on va aller sur la Lune, on va trouver l'origine de la Lune. Ça n'a pas été le cas. On se pose aujourd'hui la même question, même si on a une hypothèse favorite, là, mais on ne connaît pas avec certitude l'origine de la Lune. En fait, ce que je veux dire, c'est que la vérité, c'est que quand on était sur la Lune, on voit le gouffre de notre ignorance. On voit encore tout ce qu'on ne connaît pas à propos de la Lune. Les gens pensent qu'on est allé 6 fois sur la Lune, on connaît assez bien la Lune. Non, non. Tout est à apprendre, tout est à découvrir. D'ailleurs, moi, j'ai l'impression que dans un siècle, on va un peu nous regarder en disant ils étaient vraiment ignorants, ils pensaient qu'ils savaient à peu près tout de la Lune, alors qu'en réalité, il y avait tant de choses à découvrir. Et parlant de siècles, Claude, toi, tu prétends que les missions Apollo vont rester là présentes dans notre imaginaire très longtemps, quoi, parce que on va se souvenir qu'à notre époque, on est allé sur la Lune. Toi, tu crois que ça va rester gravé dans nos mémoires? Moi, je pense que dans quelques siècles, quand on va se rappeler de notre époque, on va avoir à peu près tout oublié ce que nous savons. On va oublier les guerres qu'on a menées, les exploits sportifs, etc. La seule chose dont on va se souvenir dans quelques siècles de notre époque, c'est le fait qu'on est allé sur la Lune. C'est l'époque où on est allé sur la Lune. Un peu comme quand on pense à
1492, Christophe Colomb qui découvre l'Amérique. On se souvient de rien d'autre, là. Les historiens plus spécialisés en savent plus, mais Et c'est un peu pour ça que les écrits que je fais, les témoignages que je rends, j'essaie de dire, c'est un peu des témoignages de quelqu'un qui a vécu l'époque, de quelqu'un de contemporain qui vous raconte ce que ça a été à l'époque. Ce que je fais, mes écrits, je les vois un peu comme des bouteilles que je jette à la mer de l'avenir, ne sachant pas ce qui va arriver, mais j'aimerais ça que dans quelques siècles, on ait ce genre de témoignage-là pour dire, on a des contemporains qui nous racontent comment ça se passait à leur époque. Ben, les gens pourraient écouter nos balados. Ah, exactement, s'il existe encore à l'époque. Bien sûr, voyons Claude. Et toi Claude, qu'est-ce que tu vas faire samedi prochain, donc le 20 juillet? En réalité, j'en ai aucune idée, sauf que je pense que le samedi après-midi, je veux me rappeler du petit bonhomme de 11 ans qui était frustré de savoir qu'il ne verrait pas l'atterrissage puisqu'il n'y avait pas de caméra. Alors que je me dis, si c'était aujourd'hui, on le verrait, l'atterrissage. Mais je pense que je vais passer un beau moment à réfléchir à ce que j'ai vécu 50 ans plus tôt. Et en terminant, pour les plus jeunes et nos auditeurs et auditrices de l'étranger, il y a une contribution particulièrement québécoise aux missions Apollo, dont évidemment Apollo 11. Ce sont les pattes du module lunaire. Elles ont été fabriquées au Québec, à Longueuil plus précisément, par la compagnie Héroux, compagnie qui existe toujours et qui s'appelle de nos jours Héroux DevTech. Alors voilà ce qui termine ce balado numéro 34 sur Apollo 11. Merci Claude Lafleur. Merci Richard, merci Mathieu. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, vous aurez droit donc à notre fascicule qui va justement illustrer avec de nombreuses photos, dont certaines un peu moins connues, donc de nombreuses photos qui vont illustrer ce qu'on a entendu aujourd'hui donc dans ce balado sur la mission formidable d'Apollo 11. C'est ce qui m'a fait à cet épisode. Je vous rappelle qu'on a une page Facebook, Voyage dans l'espace. Je vous invite à aller aimer notre page pour nous encourager. On a aussi une page SoundCloud, Voyage dans l'espace. Et si vous voulez nous encourager financièrement, c'est possible de le faire sur notre page, notre plateforme patreon.com/Voyage dans l'espace. Un grand merci d'ailleurs à tous nos patrons, toutes nos patronnes qui nous supportent. Et comme l'a si bien dit Richard, donc dans une semaine, vous pourrez lire et voir les images de l'épisode que vous venez d'entendre. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.